Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les âmes mortes, écrit par Nicolas Gogol. C'est notre 14e épisode sur cette œuvre. Accrochez-vous, on arrive au bout, puisque ça sera également l'avant-dernier live sur ce roman. On lira aujourd'hui la deuxième partie, chapitre 4 du premier fragment, si je dis pas de conneries. Enfin, grosso modo, c'est deuxième partie, premier fragment, chapitre 4. Attendez, je revérifie dans le sommaire pour être sûr que je dis pas de bêtises, mais si j'ai bien fait, c'est ça. Exactement. Deuxième partie, premier fragment, chapitre 4. Donc ça clôturera le premier fragment. Et le second fragment qui terminera l'intégralité de l'œuvre, ça sera vendredi à 21h si tout se passe bien. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez de toute manière toutes ces infos dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo. Il y a des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement à l'endroit que vous voulez. Merci pour le follow. Désolé, ton pseudo, je ne sais pas du tout comment le prononcer. Écoute, je sais vraiment pas du tout comment te prononcer. Mhm. Non, j'essaie de trouver une prononciation, mais je ne trouve pas. Donc, merci à Monsieur Consonne pour le follow, c'est très gentil. Donc oui, voilà, là où je voulais en venir. Lilith, ah, ok, ok. J'ai perdu mon identifiant. Ok, bah du coup, merci de t'être fait un nouveau compte et d'avoir follow de nouveau, c'est gentil. Donc oui, là où j'allais en venir. On arrive sur la fin de cette lecture. Je la finis vendredi. Et a priori, vendredi, ça devrait être le dernier live de la saison en quelque sorte. C'est un petit peu spécial, je sais, puisque j'ai pas fait de live pendant une longue période en ce début d'année, etc. Ça a été pas mal chamboulé mon programme habituel, on va dire. Il se trouve que là, je vais avoir quelques semaines sans, on va dire, sans réseau, sans technologie, comme j'aime à dire. Mais grosso modo, à peu près tous les ans, je me fais 2 à 3 semaines en été où je suis pas sur mon ordi, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas sur tout ce qui me connecte à des gens de manière, on va dire, virtuelle. Donc voilà, j'essaie de reconnecter un peu à la réalité. Et c'est toujours des moments qui me font beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. Donc voilà, on va arriver à cette période de l'année. Ce qui va se passer du coup, c'est que les âmes mortes, on devrait avoir terminé vendredi, a priori. Et ensuite, vous devriez ne plus entendre parler de moi, ou quasiment pas, jusqu'en août. Et je pense que début août, à peu près au tiers d'août, je reprendrai les lives et je vais essayer de reprendre les lives de manière un peu plus intensive. euh, de manière à faire peut-être, je l'espère, un live de lecture le mardi et le vendredi à 21h comme je le faisais à l'époque. Et puis voilà, de manière régulière, sachant qu'on a déjà notre prochaine lecture qui sera juste ici, Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'ai hyper hâte de découvrir cette œuvre. Donc voilà, les lectures, je pense que c'est validé. Je pense que c'est 100% validé que je veux ça dans ma routine, on va dire, dans mon quotidien. Euh, et en fait, pour tout vous dire, en ce moment, je suis pas mal en réflexion de comment je m'organise, comment je fais les choses. J'ai envie un peu de revenir en août avec du renouveau, du renouveau qui va un petit peu, voilà, me mettre des choses de côté, me recentrer sur les choses importantes et ainsi de suite. Enfin bref. Euh, Même pas forcément que les projets d'ailleurs, c'est un peu un projet plus global de où est-ce que j'en suis de ma vie et qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce qui est important dans ma vie et sur quoi je veux me focaliser et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Ce qui fait qu'il y aura des changements au niveau des lives, il y aura des changements peut-être au niveau de mes activités sur Internet, mais je vous tiendrai au courant de tout ça. L'une des choses qui ne devrait pas bouger, c'est ces créneaux de lecture le mardi et le vendredi à 21h. Et l'autre chose dont je suis certain, c'est la correction de mon bouquin, du coup, la correction, la mise en page, la couverture et la publication de mon livre. Voilà, je m'y mets en août et le but c'est de sortir ça avant la fin de l'année. Donc ça c'est voilà, c'est limite les deux pans de ma vie dont je suis le plus sûr à partir d'août. Mais j'aimerais aussi un petit peu réorganiser le reste. Et ça va être un petit peu plus flou. Et je vais justement me servir de ces semaines
de repos ou de recueil ou de recul, je sais pas trop comment appeler ça. De, comment on appelle ça déjà? De retirement. Genre, je vais me retirer de manière méditative. Bref, je sais pas trop, mais je vais essayer de, voilà, d'amener la quintessence de ce que j'ai envie de faire à son paroxysme. Donc ça veut dire redéfinir des priorités, me recentrer sur moi et tutti quanti. Bref, il y a beaucoup de chantiers personnels en route. Et donc bah, je vous tiendrai au courant de tout ça parce que forcément ça aura un peu d'impact sur mes activités publiques, on va dire. Voilà, voilou. Je suis peut-être pas giga méga clair. Laissez-moi vous dire qu'il est 22h46, que habituellement je commence mes lives à 21h. Mais la chaleur est étouffante, écrasante, assommante. J'ai le cerveau en bouillie, il a complètement fondu. Vous allez le voir couler de mes oreilles tout au long de la soirée, je pense. Euh, et donc voilà, j'ai essayé de tanker un maximum et de me dire, ok, je vais attendre la nuit pour live. Sauf que si je live vraiment à partir de minuit, etc., je pense que je vais être un petit peu plus fatigué aussi. Donc voilà, c'est rare que je live aussi tard. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que la lecture ne soit pas endommagée, pour qu'elle soit au maximum claire, concise, précise, agréable, confortable, compréhensible, c'est le plus important. Mais c'est vrai que là, je suis un peu dans des circonstances difficiles. Déjà, rien que d'avoir dû remettre un t-shirt, c'était la torture. Bref, je vous invite à vous installer, à prendre place, à vaquer à vos occupations en toute quiétude et à passer un agréable moment en ma compagnie comme d'habitude. Santé à toutes et à tous. J'inaugure une nouvelle boisson qui a un petit peu trop le goût de médicament à mon goût, mais on va s'en accommoder. Et donc ce soir, on est sur un live qui risque d'être un petit peu court, c'est aussi pour ça que je me suis permis de commencer tard, puisqu'on n'a qu'une vingtaine de pages à lire ensemble, donc ça devrait aller. Je vais faire seulement une pause dans ma lecture. Par contre, le live de vendredi, il y aura 40 pages, donc là on sera sur un live un peu mastoc. Mais bon, j'avais pas envie de faire des découpes un petit peu bizarres. Donc la prochaine fois, on lit le second fragment dans son intégralité. Il n'y a pas de chapitre, c'est second fragment, point barre. Donc voilà, ce sera pour clore cette session sur les âmes mortes. Mais ce soir, le chapitre 4 du premier fragment de la deuxième partie. Donc je rappelle ce qui a été publié à titre posthume. On l'a vu la fois passée, ça peut vouloir dire qu'à certains moments, il y a des passages qui n'ont pas été finis d'écrire, qu'il y aura des découpes un petit peu spéciales, un petit peu bizarres. Ça veut dire également que peut-être le texte n'a pas été fignolé exactement comme l'auteur l'aurait voulu de son vivant. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus expérimental sur cette fin de roman malgré tout. Il y a du bon et du moins bon. Franchement, sur la deuxième partie, qui est donc à titre posthume, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Peut-être que si l'auteur avait eu l'occasion de son vivant d'aller au bout de son travail, il aurait trouvé la substantifique moelle, comme disait Rabelais, Gargantua. Mais c'est vrai que là, il y a un peu de tout. Il y a un peu à prendre et à laisser. Mais c'est intéressant, je trouve, même presque à étudier, de se dire, ah ok, ok, on peut voir un petit peu le processus d'écriture, le processus de réflexion de l'auteur. Bref, je trouve que ça avait un intérêt quand même malgré tout. Et puis, vu que je suis en train de mourir de chaud, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, de pas partir dans tous les sens, parce que je sens bien que mes phrases ont du mal à être cohérentes. Je sens bien que là, la tâche ne va pas être aisée. Donc, je vous propose qu'on entame la lecture sans plus attendre, et que je me concentre sur ma besogne pour le faire de la meilleure des manières. Je te souhaite une bonne écoute, Lilith, si tu es toujours parmi nous. Une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On change de setup. Et on est y part. Je vais vous lire 13 pages puis 8 pages ce soir, puisque j'ai décidé de faire une pause à une découpe naturelle prévue par l'auteur, qui, à cet endroit du texte, saute une ligne. Voili voilou. A tout à l'heure pour la pause. Chapitre 4.
Le lendemain, tout s'arrangea le mieux du monde. Kostanjoglo donna avec joie 10 000 roubles, sans intérêt, sans garantie, contre un simple reçu. Tel était son empressement à aider chacun à devenir propriétaire. Il montra toute son exploitation à Tchitchikov. Pas une minute de gaspillée, aucune anicroche, la moindre négligence des villageois était relevée. Quelqu'un venait-il à broncher, Kostanjoglo, argu vigilant, le remettait aussitôt sur pied. Nulle part on ne voyait de fainéants. L'intelligence et le contentement se lisaient sur tous les visages. Grâce à une organisation excellente dans sa simplicité, tout marchait de soi-même. L'alternance des bois et des labours frappa Tchitchikov. Que de choses cet homme avait réalisées sans bruit, sans forger de projets, ni disserter sur les moyens d'assurer la prospérité du genre humain. En revanche, quelle vie inutile mène l'habitant de la capitale, qui passe son temps à débiter des fadaises dans les salons et à glisser sur leur parquet ciré. Tout cela fortifiait en Pavel Ivanovitch le désir d'acquérir une propriété. Kostanjoglo se chargea d'accompagner son invité chez Klobouiev pour examiner ensemble le domaine. Après un copieux déjeuner, ils partirent tous les trois dans la calèche de Pavel Ivanovitch, qui était de fort belle humeur. Le cabriolet du maître de la maison suivait avide. Yarbas courait devant, pourchassant les oiseaux. Durant 15 verstes, se succédèrent les bois et les champs de Kostanjoglo. Dès qu'ils eurent pris fin, l'aspect du pays changea. Blé clairsemé, des souches au lieu de bois. Malgré sa situation pittoresque, la petite propriété décelait de loin l'incurie. Une maison neuve, en pierre inhabitée, se présentait tout d'abord. On voyait que depuis plusieurs années, elle demeurait inachevée. Elle en cachait une autre, habitée celle-ci. Ils trouvèrent le maître du lieu ébouriffé, les yeux bouffis, réveillé depuis peu. Il avait 40 ans, la cravate nouée de travers, une pièce à sa redingote, un trou à sa chaussure. L'arrivée des visiteurs le réjouit comme s'il revoyait des frères après une longue absence. Constantin Fyodorovitch, Platon Mikhailovitch, quel plaisir de vous voir. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'attendais la visite de personne. Chacun me fuit comme la peste dans la crainte que je me demande à emprunter. Hélas, la vie est dure, Constantin Fyodorovitch. C'est ma faute, d'ailleurs. J'ai vécu comme un pourceau. Excusez-moi, messieurs, de vous recevoir dans ce costume, les souliers troués. Que puis-je vous offrir? Trêve de cérémonie, nous sommes venus pour affaires. Je vous amène un acheteur, Pavel Ivanovitch Tchitchikov, dit Kostanjoglo. Enchanté de faire votre connaissance, laissez-moi vous serrer la main. Tchitchikov lui donna les deux. J'aurais bien voulu, Pavel Ivanovitch, vous montrer un domaine en bon état, mais pardon, messieurs, avez-vous déjeuné? Oui, oui, dit Kostanjoglo pour couper court. Nous ne resterons pas longtemps, allons tout de suite visiter. Dans ce cas, allons voir mon désordre et mon incurie. Klobouiev et ses hôtes prirent leurs casquettes, et tous s'en furent inspecter la propriété. Ils commencèrent par le village, une longue rue où s'élevaient de chaque côté de vieilles masures aux fenêtres minuscules, bouchées avec des chiffons. Allons visiter mon désordre et mon incurie, répétait Klobouiev. Vous avez certes bien fait de déjeuner avant de venir. Figurez-vous, Constantin Fyodorovitch, qu'il ne me reste pas un poulet. Voilà où j'en suis. Il soupira et, sentant que Constantin Fyodorovitch ne lui témoignerait guère de sympathie, il prit les devants avec Platonov qu'il tenait par le bras, en le serrant contre sa poitrine. Bras dessus, bras dessous, Kostanjoglo et Tchitchikov les suivaient à distance. C'est dur, Platon Mikhailovitch, disait Klobouiev à Platonov. Vous ne pouvez vous figurer comme c'est dur. Pas d'argent, pas de blé, pas de souliers. Vous n'avez pas l'habitude de ça. Je m'en moquerais bien si j'étais jeune, mais quand l'adversité vous atteint au seuil de la vieillesse et qu'on a sur les bras une femme et 5 enfants, il vous vient malgré soi des idées noires. Mais si vous vendez votre domaine, cela vous remettra à flot, demanda Platonov. Pas le moins du monde, dit Klobouiev en gesticulant. Tout servira à payer mes créanciers. Il ne me restera pas 1000 roubles. Alors, qu'allez-vous faire? Dieu le sait. Pourquoi n'entreprenez-vous rien pour vous débrouiller? Que puis-je entreprendre? Parbleu, il ne tient qu'à vous de chercher une place. Je suis simple secrétaire de gouvernement. Quelle place me donnerait-on? Une place insignifiante. À quel traitement puis-je prétendre? 500 roubles? Faites-vous régisseur. Qui me confierait un domaine? J'ai dilapidé le mien. Mais quand on est menacé de mourir de faim, il faut pourtant entreprendre quelque chose. Je demanderai à mon frère s'il ne peut pas vous procurer un emploi.
par l'entremise de quelqu'un de la ville. Non, Platon Mikhailovitch, dit Khlobuev, avec un soupir en lui serrant fortement le bras. Je ne suis bon à rien. Me voilà décrépit avant l'âge. Le lumbago me tient par suite de mes fredaines, et j'ai un rhumatisme à l'épaule. Que puis-je faire? Pourquoi ruiner le trésor? Il ne manque pas maintenant d'employés attirés par des places lucratives. À Dieu ne plaise que, pour me payer un traitement, on augmente les charges de la classe pauvre. Voilà où mène la dissipation, songeait Platonov. C'est pire que mon apathie. Tandis qu'il conversait ainsi, Kostanjoglo, qui marchait derrière avec Tchitchikov, ne décolérait pas. Regardez, disait-il en montrant du doigt les masures, à quel état de pauvreté il a réduit ces paysans. Ni chariots, ni chevaux. En cas d'épizootie, voyez-vous, inutile de ménager son bien. Vendez plutôt tout. Mais fournissez le paysan de bétail afin qu'il ne demeure pas un seul jour sans instrument de travail. Savez-vous que maintenant, des années ne répareraient pas le mal causé? Les paysans ont pris des habitudes de paresse et d'ivrognerie. Le seul fait d'être restés un an sans travailler les a pervertis pour toujours. Les voilà accoutumés aux guenilles et au vagabondage. Et la terre, dans quel état est-elle? Regardez la terre, dit-il en désignant les prairies qui apparurent bientôt après les isbas. Pourtant tout ça est inondé au printemps. J'y ferai pousser du lin qui, à lui seul, me rapporterait 5000 roubles. Je sèmerai des navets, dont je retirerai 4000 roubles. Regardez-moi ce seigle sur le coteau. Ce sont des rejets de l'an dernier, car il n'a rien semé cette année, je le sais. Et ces ravins. J'y planterai des bois, tel qu'un corbeau n'en atteindrait pas la cime. Abandonner une terre pareille, un trésor. Si même il n'avait pas de quoi labourer, il aurait dû s'adonner à la culture maraîchère. C'est ce que j'aurais fait. Prends toi-même la bêche en main. Fais travailler ta femme, tes enfants, tes serviteurs, et meurs au travail, animal. Tu mourras au moins en remplissant ton devoir, et non à table, en goinfrant comme un porc. Sur ce, Kostanjoglo cracha, et une teinte bilieuse assombrit son front. Ils dominèrent bientôt une pente, où s'accrochait l'arbre à pois. Un coude de la rivière brilla dans le lointain. Une partie de la maison du général Betritchev, tapie dans les bosquets, apparut dans la perspective. On distinguait par derrière une hauteur boisée que l'éloignement recouvrait d'une poussière bleuâtre. Grâce à ce détail, Tchitchikov reconnut aussitôt que ce devait être la propriété de Tentientnikov. « Si l'on plantait ici des bois, dit-il, le paysage pourrait surpasser en beauté. »« Ah, vous êtes amateur de point de vue, dit Kostanjoglo, en le regardant tout à coup d'un air sévère. Prenez garde, en recherchant la vue, vous resterez sans pain et sans vue. Considérez l'utilité, la beauté viendra d'elle-même. Témoin les villes. Les plus belles, jusqu'à présent, sont celles qui se sont construites elles-mêmes, où chacun a bâti selon ses besoins et ses goûts. Quant aux villes édifiées au cordeau, on dirait des casernes. Arrière la beauté, considérez les besoins. C'est dommage qu'il faille attendre longtemps. Je voudrais tant voir tout dans l'état souhaité. Seriez-vous un jeune homme de 25 ans? Un fonctionnaire pétersbourgeois? De la patience. Travaillez 6 ans de suite, planter, semer, bêcher la terre sans relâche. C'est dur. En revanche, une fois que vous aurez donné l'impulsion à la terre, et qu'elle se mettra à vous aider d'elle-même, ce ne sera pas comme une machine quelconque. Non, mon cher, en plus des 70 bras que vous pourrez avoir à votre disposition, 700 autres travailleront pour vous, invisibles. Tout sera décuplé. Chez moi, je n'ai pas à intervenir. Tout marche maintenant par la force acquise. Oui, la nature aime la patience. C'est une loi que lui a imposée Dieu lui-même, qui favorise les patients. En vous écoutant, on sent les forces vous venir. L'esprit s'élève. Voilà comment la terre est labourée, s'écria Kostanjoglo avec un sentiment d'amertume en désignant le coteau. Je ne puis rester ici davantage. Cela me tue de contempler ce désordre et cet abandon. Vous pouvez maintenant en finir avec lui sans moi. Hâtez-vous d'enlever ce trésor à cet imbécile qui profane les dons de Dieu. Kostanjoglo s'assombrit. En proie à une agitation bilieuse, il prit congé de Tchitchikov et rejoignit le propriétaire pour en faire autant. « Et quoi, Constantin Fyodorovitch » dit Khlobuev surpris. « À peine arrivé, vous partez déjà ?»« Je n'ai pas le temps. Une affaire urgente m'appelle chez moi, » dit Kostanjoglo. Il prit congé, monta dans son cabriolet et partit. Khlobuev parut comprendre la cause de son départ. « Constantin Fyodorovitch n'a pas pu y tenir, dit-il. Ce n'est pas gai pour un administrateur comme lui de contempler un domaine si mal tenu. Figurez-vous, Pavel Ivanovitch, que je n'ai même pas fait de semailles cette année. Parole d'honneur, il n'y avait pas de semences et avec ça,
pas de quoi labourer. Votre frère, Platon Mikhailovitch, s'entend, dit-on, à merveille à faire valoir son bien. Quant à Constantin Fiodorovitch, c'est un Napoléon en son genre. Je me dis souvent, pourquoi un seul homme a-t-il tant d'esprit, si une parcelle au moins était réservée à un sot comme moi? Messieurs, faites attention de ne pas culbuter dans la mare en traversant la passerelle. J'ai pourtant ordonné de réparer les planches au printemps. Mes pauvres paysans me font pitié. Il leur faut un exemple, mais quel exemple puis-je leur donner? Je ne saurais me montrer exigeant. Prenez-les en main, Pavel Ivanovitch. Comment leur enseigner l'ordre quand je suis moi-même désordonné? Je les aurais bien émancipés depuis longtemps, mais cela ne servirait à rien. Ils ont besoin auparavant d'apprendre à vivre. Il faut un homme sévère et juste, qui séjourne longtemps au milieu d'eux, et fasse preuve d'une activité infatigable. Le Russe, je le vois d'après moi, doit être stimulé, sinon il se rouille et s'endort. C'est étrange, dit Platonov. Pourquoi le Russe est-il capable de se laisser aller au point que, si on ne surveille pas un homme du peuple, il devient un ivrogne et un vaurien? Par suite du manque d'instruction, observa Tchitchikov. Dieu sait, dit Klobouiev. Nous sommes instruits, nous avons suivi les cours à l'université. Et pourtant, à quoi sommes-nous bons? Qu'ai-je appris? Certes, pas l'art de vivre, mais celui de dépenser pour toutes sortes de raffinements. Je me suis familiarisé avec maintes choses coûteuses. Est-ce parce que j'ai fait mes études d'une façon absurde? Non, car d'autres camarades sont dans le même cas. Deux ou trois en ont retiré un véritable profit, peut-être parce qu'ils étaient par eux-mêmes intelligents. Les autres s'efforcent seulement d'apprendre ce qui gâte la santé et soutirent de l'argent. Ainsi nous prenons de l'instruction ce qu'elle a de mauvais. Nous nous contentons de l'apparence sans aller au-delà. Non, voyez-vous, Pavel Ivanovitch, si nous ne savons pas vivre, c'est pour une autre raison, qui m'échappe. Il doit y avoir des raisons, dit Tchitchikov. Le pauvre Klobouiev soupira profondément et poursuivit. Il me semble parfois que le Russe est condamné sans appel. Il entreprend tout et n'aboutit à rien. Il pense toujours commencer dès le lendemain une vie nouvelle, se mettre à la diète. Le soir même, il s'empiffre, au point de pouvoir seulement clignoter, la langue pâteuse. Et il demeure là, comme un hibou, à dévisager les gens. Oui, dit Tchitchikov en souriant. Cela arrive. Rentrons par ici, dit Klobouiev. Nous jetterons un coup d'œil sur les terres de mes paysans. Voyez-vous, la raison n'est pas notre fait. Je doute qu'aucun de nous soit raisonnable. Si même je vois quelqu'un mener une vie réglée et mettre de l'argent de côté, je n'ai pourtant pas confiance. Devenu vieux, le diable le fera broncher lui aussi, et il lâchera tout d'un seul coup. Civilisés ou non, nous sommes tous pareils, croyez-moi. Il nous manque quelque chose, mais quoi? Je ne saurais le dire. Au retour, ce furent les mêmes tableaux. Un désordre malpropre choquait partout les regards. Une nouvelle mare s'était formée au beau milieu de la rue. On constatait chez les paysans la même déchéance, le même laisser-aller que chez le maître. Une mégère, en sous-quenille crasseuse, assommait de coups une pauvre gamine en appelant tous les diables à la rescousse. Plus loin, deux manants contemplaient avec une indifférence stoïque la colère de l'ivrognesse. L'un d'eux se grattait plus bas que le dos, l'autre bâillait. Les constructions bâillaient les toits aussi. Leur vue fit bâiller Platonov. Voici donc ma future propriété, se dit Tchitchikov, trou sur trou et rapiessage sur rapiessage. En effet, une isba était recouverte d'un portail en guise de toit, des perches dérobées au hangar seigneurial étayaient les fenêtres croulantes. Comme on voit, les villageois pratiquaient le système du cafetan de Trichka. Ils coupaient les basques et les parements pour rapiécer les coudes. Votre propriété est en bien mauvais état, dit Tchitchikov, lorsque, l'inspection terminée, ils approchaient de la maison. Ils entrèrent. Dans les pièces, un mélange de luxe et de dénuement frappait désagréablement la vue. Un volume de Shakespeare reposait sur une écritoire. Sur la table traînait une poignée en ivoire pour se gratter soi-même le dos. La maîtresse de maison, habillée avec goût et à la mode, parla de la ville et du théâtre qui s'y était monté. Les enfants, garçons et fillettes vifs et gais, étaient fort bien mis. Ils avaient même une institutrice. Mais cela ne faisait que plus de peine. Mieux eût valu qu'ils portassent des jupes de coutil, de simples blouses, et courussent aux alentours, sans se distinguer en rien des petits paysans. La dame reçut bientôt la visite d'une caillette, qu'elle emmena dans son appartement. Les enfants les suivirent, les hommes restèrent seuls. Alors,
Quel est votre prix dit Tchitchikov. J'entends par là, je l'avoue, le dernier prix, le plus bas, car la propriété est dans un état pire que je ne pensais. Dans un état déplorable, Pavel Ivanovitch, dit Klobouiev. Et ce n'est pas tout. Je ne le cache pas. Sur 100 âmes figurant au recensement, il n'en reste que 50 en vie par suite du choléra. Les autres ont filé sans passeport, de sorte qu'il faut les considérer comme mortes. Si l'on s'adressait aux tribunaux, tout le bien y passerait. C'est pourquoi je ne demande que 35 000 roubles. Tchitchikov voulut naturellement marchander. Miséricorde, 35 000 roubles pour un domaine pareil. Contentez-vous de 25 000. Platonov eut un scrupule. Achetez, Pavel Ivanovitch, dit-il. Le domaine vaut bien ça. Si vous n'en donnez pas 35 000 roubles, nous nous cotiserons, mon frère et moi, pour l'acheter. Très bien, j'y consens, dit Tchitchikov, prenant peur. Entendu, mais à condition de payer la moitié dans un an. Non, Pavel Ivanovitch, c'est tout à fait impossible. Donnez-moi la moitié maintenant et le reste dans 15 jours, car le crédit foncier m'en donnerait autant, si seulement j'avais de quoi gaver ces sangsues d'employés. Comment faire, vraiment? Je n'en sais rien, dit Tchitchikov. Je n'ai en tout et pour tout que 10 000 roubles. Il mentait, en ayant au total 20 000, avec l'argent emprunté à Kostanjoglo, mais il lui en coûtait fort de payer d'un coup une aussi grosse somme. Non, je vous en prie, Pavel Ivanovitch, je vous assure que j'ai besoin de 15 000 roubles. Je vous en prêterai 5 000, intervint Platonov. Alors soit, dit Tchitchikov tout en songeant. Eh mais, ça tombe fort bien qu'il prête de l'argent. La cassette fut apportée de la calèche. Pavel Ivanovitch en retira 10 000 roubles pour Klobouiev, avec promesse d'apporter le lendemain les 5 000 autres roubles. Simple promesse d'ailleurs. L'intention de Tchitchikov était d'en apporter 3 000, le reste dans 2 ou 3 jours et, si possible, de différer encore. Pavel Ivanovitch éprouvait une répugnance particulière à lâcher l'argent. Lorsqu'une nécessité impérieuse l'y contraignait, il préférait pourtant payer le lendemain que le jour même. Nous agissons tous pareillement. Il nous plaît de berner un solliciteur, qu'il se morfonde dans l'antichambre. Peu nous chaud que chaque heure lui soit précieuse, et que ses affaires en souffrent. Repasse demain, l'ami, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Où irez-vous vivre demanda Platonov la Kolobouiev. Avez-vous une autre propriété? Il faudra s'installer en ville. J'y possède une petite maison. De toute façon, c'était nécessaire pour les enfants. Ils auront besoin de maîtres de musique, de danse, d'histoire sainte, et l'on n'en trouve à aucun prix à la campagne. Il n'a pas de quoi manger et fait apprendre la danse à ses enfants, songea Tchitchikov. C'est bizarre, se dit Platonov. En attendant, il nous faut arroser la vente, dit Klobouiev. Hé, Kiriouchka, apporte-nous, l'ami, une bouteille de champagne. Il n'a pas de pain, mais il a du champagne, songea Tchitchikov. Platonov ne savait que penser. C'est par nécessité que Klobouiev s'était fourni de champagne. Il avait envoyé à la ville chercher du kvass, mais l'épicier n'avait pas voulu lui en donner à crédit. Or, comme il faut boire et qu'un Français placier en vin récemment arrivé de Pétersbourg faisait crédit à tout le monde, force avait été d'acheter du champagne. Le champagne apporté, ils en avalèrent 3 verres. Les esprits s'égayèrent. Klobouiev se dérida. Il devint aimable et spirituel, prodigua les bons mots et les anecdotes. Ses propos dénotaient une grande connaissance des hommes et du monde. Il avait si fidèlement observé une foule de choses, caractérisé si nettement en quelques mots les propriétaires voisins, discerné si clairement les défauts et les erreurs de chacun, connaissait si bien l'histoire des gentilshommes ruinés, les motifs et les circonstances de leur ruine, savait rendre leurs moindres habitudes d'une façon si comique, si originale, que ses auditeurs charmés étaient prêts à voir en lui un homme d'une remarquable intelligence. Je m'étonne, dit Tchitchikov, qu'avec autant d'esprit vous ne trouviez pas les moyens de vous tirer d'affaire. J'en ai des moyens, dit Klobouiev. Aussitôt il leur exposa un tas de projets, tous si absurdes, si bizarres, si peu fondés sur la connaissance des hommes et du monde, qu'on ne pouvait que hausser les épaules en disant « Mon Dieu, qu'il y a loin de connaître le monde à savoir utiliser cette connaissance !» Tout reposait sur la nécessité de se procurer soudain 100 ou 200 000 roubles. Alors, lui semblait-il, ses affaires s'arrangeraient. Les trous seraient bouchés, il pourrait quadrupler ses revenus et payer toutes ses dettes. Et il concluait « Mais que voulez-vous que je fasse? Il n'existe pas de bienfaiteur disposé à prêter 200 ou même 100 000 roubles. On voit bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. » Il ferait beau voir que Dieu envoya 200 000 roubles à un pareil imbécile, songeait Tchitchikov. J'ai, il est vrai, une tante qui possède 3 millions, dit Klobouiev.
La pieuse dame donne à l'église et au couvent, mais elle se montre dure à la détente quand il s'agit de venir en aide au prochain. Une tante d'autrefois qui vaut la peine d'être vue. Elle a 400 canaris, des carlins, des parasites, et des serviteurs comme on n'en trouve plus. Le plus jeune frise la soixantaine, ce qui n'empêche pas ma tante de l'appeler et petit. Si un invité se conduit mal, elle donne l'ordre de ne pas lui servir tel ou tel plat, et on lui obéit. Platonov sourit. Quel est son nom et où habite-t-elle demanda Tchitchikov. Elle habite la ville et a nom Alexandra Ivanovna Kanassarov. Pourquoi ne vous adressez-vous pas à elle dit Platonov. Il me semble que, si elle connaissait la situation de votre famille, elle ne pourrait pas refuser. Que si. Ma chère tante est cuirassée. C'est un cœur de pierre, Platon Mikhailovitch. À part ça, elle a déjà des courtisans qui la cajolent. L'un d'eux veut être gouverneur. Il s'est fourré dans sa parenté. Dieu l'assiste. Peut-être réussira-t-il. Imbécile, songeait Tchitchikov. Je soignerais une tante pareille comme une nourrice son nourrisson. La conversation est par trop sèche, dit Klobouiev. Hé, Kiryushka, apporte-nous une autre bouteille de champagne. Non, non, je n'en boirai pas davantage, dit Platonov. Moi non plus, dit Tchitchikov, et tous deux refusèrent catégoriquement. Promettez-moi au moins de venir me voir en ville. Le 8 juillet, je donnerai un dîner aux notables. Miséricorde, s'écria Platonov. Un dîner dans votre situation? Que voulez-vous? C'est un devoir indispensable, dit Klobouiev. J'ai une politesse à leur rendre. Platonov ouvrit de grands yeux. Il ignorait encore qu'il existe en Russie, en province comme dans les capitales, des sages dont la vie est une énigme inexplicable. Un tel semble avoir tout mangé. Il est criblé de dettes, sans nulle ressource en perspective. Pourtant, il donne un dîner. Tous les convives disent que c'est le dernier, que demain on traînera l'amphitryon en prison. 10 ans après, le sage est toujours là, plus endetté que jamais, et donne un dîner dont les convives pensent que c'est le dernier, que demain leur hôte ira en prison. La maison de ville de Klobouiev offrait un spectacle peu banal. Un jour, un prêtre en chasuble y disait des prières. Le lendemain, des acteurs français y répétaient la comédie. Tantôt on n'y aurait pas trouvé un morceau de pain, tantôt on y recevait toutes sortes d'artistes, dont chacun emportait un cadeau. La situation de Klobouiev était parfois si pénible qu'un autre à sa place se fût depuis longtemps pendu ou brûlé la cervelle, mais par un contraste étrange avec sa vie dissipée, son esprit religieux le préservait du désespoir. Dans ces moments difficiles, il lisait la vie des saints hommes, qui surhabituaient leur esprit à dominer l'infortune. Alors son âme s'attendrissait toute, son cœur débordait, ses yeux se remplissaient de larmes. Il priait, et, chose bizarre, un secours inattendu lui arrivait presque toujours. Un de ses vieux amis se souvenait de lui et lui envoyait de l'argent. Ou bien, dans un élan de charité, une étrangère de passage, apprenant par hasard son histoire, lui adressait une riche offrande. Ou encore un procès dont il n'avait jamais entendu parler tournait en sa faveur. Il reconnaissait alors avec respect la miséricorde infinie de la Providence, faisait chanter un Te Deum et reprenait sa vie dissipée. Il me fait de la peine, vraiment, dit Platonov à Tchitchikov lorsqu'ils eurent pris congé. Un fils prodigue, dit Tchitchikov. De tels gens ne méritent pas qu'on les plaigne. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une courte pause. Phew. Bon, je sais, je passe mon temps à m'excuser, c'est pas bien. Mais je m'excuse, parce que, ouais, je pense que c'est avec la chaleur ambiante là, je sens bien que j'ai quelques peines à la lecture. Je sens bien que j'ai un peu du mal à mettre le ton, un peu du mal à rester focus, et un peu des problèmes d'élocution. Donc voilà, j'espère que malgré tout, c'est resté compréhensible, agréable pour vous. Mais c'est vrai que c'était pas facile pour moi. Merci Lilith, c'est gentil. Mais ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir quelques difficultés à la lecture pendant les grosses chaleurs. C'est toujours le cas en été, de toute façon, je le ressens. Mais ouais, sinon, sur le chapitre en lui-même, j'aime beaucoup. Ouais, en vrai, je pense que si t'as pas ce qu'il y a avant, c'est difficile à comprendre en effet. Et je pense aussi que c'est difficile à comprendre de manière générale, parce que les thèmes abordés sont un petit peu,
sont pas forcément les thèmes les plus abordés dans les romans, je dirais. Et puis, il y a tellement de personnages qui ont 12 000 patronymes différents que c'est un peu compliqué de se repérer dans qui, dans qui est en train de parler, dans quelle est la situation pour quel personnage, et ainsi de suite. Mais ça continue d'être intéressant, je trouve. Il y a toujours ces messages un petit peu philosophiques intéressants, comme on a eu la dernière fois, en fait, sur les bienfaits du travail, les bienfaits du travail de la terre. Encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose de joli dans cet éloge de l'agriculture, du travail de la terre, de la nature, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de joli là-dedans. Euh, Malgré tout, Nicolas Gogol voilà, présente aussi les choses de manière un petit peu humoristique, encore une fois. C'est-à-dire qu'il va faire un peu toujours des personnages, comment dire, un chouïa caricaturaux. Donc là, le mec qui défend la nature, le travail de la terre, l'agriculture et tout, il s'énerve outre mesure, il est bilieux, il crache et ainsi de suite. À chaque fois qu'il finit de parler, il crache quasiment. Donc voilà, les curseurs sont un peu poussés de manière caricaturale, mais c'est voulu par l'écriture de Gogol. Mais sinon, je trouve que le message en soi est intéressant. Euh, je trouve pas que ça soit. Je trouve que c'est un message qui est assez prégnant dans notre modernité, dans notre. Enfin, à l'époque contemporaine. Je trouve que c'est un message qu'on entend pas mal. Ce délire de retour à la nature, retour à la terre et ainsi de suite. Mais j'avais pas particulièrement déjà ressenti ce genre de message dans des romans classiques comme ça. Bon, après, j'ai pas lu tout ce qui s'est fait, hein. Mais je sais pas, la manière dont c'est fait, je la trouve assez originale, assez singulière, et j'aime bien que ce message soit mis en avant. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais je trouve le message intéressant. Et là, du coup, la discussion, on va dire, le débat de pensée philosophique, a un petit peu, c'est un petit peu déplacé aussi, avec le personnage de Clobouilleff, du coup, c'est comme ça qu'on dit, je crois. euh, sur le fait de la fainéantise et ainsi de suite. Ça recoupe un petit peu, encore une fois, ce qu'on disait lors du chapitre précédent, euh, avec cette idée de les gens de la ville, ils se complaisent dans la littérature, ils se complaisent dans le théâtre, ils se complaisent dans les mondanités, euh, dans les dîners, dans les grands dîners, dans les entre guillemets dans l'apparat, dans le superficiel, voire le superflu. Alors que la terre, le travail de la terre, etc., apporte quelque chose de plus profond et de plus beau. J'ai bien aimé cette petite incartade, cette petite tirade de comment il s'appelle, Costanjoglo, euh, sur le fait que les gens focus sur le fait d'arriver à la beauté, alors que la beauté vient des choses simples quelque part, vient de la nature et du travail de la nature, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Mmh. Le mec ne sait même plus boire, genre, j'ai mis mon verre sur mon menton au lieu de le mettre dans ma bouche, quoi. Mais ouais, non, je trouve ça hyper intéressant. C'est des messages qui valent le coup d'être entendus. Je sais pas si je suis 100% d'accord avec, mais c'est des messages qui apportent, je trouve, un peu leur lot de vérité. Je trouve ça. D'acheter un bavoir, ouais, carrément. Un bavoir Planétéo, je vais le faire brander avec mon logo et tout. Mais ouais, non, franchement, je trouve ça hyper intéressant ce genre de message. Et, euh, et comment dire? Bah, je trouve toujours intéressant de toute manière la multiplicité de points de vue, la multiplication de points de vue et avoir un kaléidoscope de points de vue. Et puis ensuite, en fait, c'est ça. Je pense que dans ma logique, c'est un peu prôner la curiosité quelque part. Se dire, c'est fascinant qu'il y ait des tonnes et des tonnes de points de vue différents et que bah, il y a des choses intéressantes à aller piocher dans chaque philosophie, etc. C'est vraiment quelque chose en quoi je crois profondément, je pense. Le mec dit je crois profondément et ensuite il dit je pense, aucune logique.
Mais ouais, c'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui me plaît de me dire, il y a des manières autres de penser que la mienne, voyons ce que je peux en apprendre. Et comment je peux l'assimiler pour en retirer quelque chose qui sera utile à ma vie. C'est un peu ce que j'essaie de faire encore. Enfin, de toute façon, c'est un peu ce que j'essaie de faire tout au long de ma life. Mais voilà, ça s'affine au fur et à mesure des années. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire cet été, encore une fois, comme je vous disais. Ce travail un peu introspectif et ce travail de réflexion de, ok, dans ma vie, j'ai accumulé de l'expérience, j'ai tenté telle chose, j'ai vu que telle et telle chose, c'était pas pour moi, j'ai vu que telle et telle chose, c'était des choses qui me rendaient heureux, j'ai vu que telle et telle chose, c'était des choses où je performais bien, telle ou telle chose, c'était des choses où j'étais plutôt mauvais, plein de choses comme ça. Et puis après, faire des ajustements, se dire, ah bah ok, ça j'ai déjà testé, je sais que c'est pas pour moi. C'est ça que j'adore aussi dans le fait de oser et ainsi de suite, dans le fait de faire des nouvelles expériences et ainsi de suite. C'est se dire, tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et du coup, essayer quelque chose pour avoir au moins une expérience. Et aussi, un truc que je me dis de plus en plus, c'est pas parce que t'as une mauvaise expérience que c'est représentatif de la chose. Genre, admettons que je vois une fois un film au cinéma et que c'est la plus grosse bouse du monde. Admettons que je vois, j'ai pas envie de tirer à vue sur des trucs, mais bon, je vais tirer sur des trucs euh, qui sont plutôt unanimement vus comme de la merde. Admettons que le seul film de ta vie que t'as vu au cinéma, même le seul film que t'as vu de ta vie, ce soit Venom, et ben il faut pas te dire que le cinéma c'est Venom. Donc ouais, déjà essayer une fois, se donner la chance d'essayer une fois, d'oser, de tester pour se faire son avis propre, voir ce qu'on peut retirer de l'expérience, etc. C'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Mais aussi se donner le droit d'avoir une deuxième chance, ça peut être cool aussi. Parce que parfois on se confronte à des choses, et même j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est tellement confronté à une minuscule parcelle de ce qu'est la réalité, qu'en fait, bah, faut qu'on ait un peu d'humilité, entre guillemets, quoi, je trouve. Et de se dire, bah en fait, je connais un tout petit pan de la réalité, et peut-être que mon expérience n'est pas du tout représentative de ce que pourrait être telle ou telle expérience. Peut-être que mon expérience n'est pas du tout représentative de l'expérience d'une autre personne, et ainsi de suite. Et c'est ça que je trouve trop beau, quelque part, dans les relations humaines et dans les échanges et dans les expériences et ainsi de suite. C'est que il y a la possibilité de se nourrir les uns les autres, presque psychologiquement, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Bref, je suis parti un peu loin. Mais je suis parti un peu loin pour une bonne raison. C'est que en ce moment, je suis dans ce genre de réflexion. Et que en ce moment, je vous en ai parlé lors du live précédent, mais je vous le redis parce que j'y pense vraiment de plus en plus. Je réfléchis vachement à mettre sur pied une émission pour Twitch où on discute de sujets variés. Euh, je sais pas encore sous quel angle. En fait, c'est quelque chose qui me travaille depuis des années et des années. Je sais que j'ai envie de faire quelque chose. Je sais pas si je dirais que c'est du débat, parce que je pense pas que c'est vraiment du débat que je veux faire, mais en tout cas quelque chose de cet ordre-là, ou de la discussion philosophique, ça fait un peu pédant, et voilà, mais je sais pas. Il y a quelque chose dans ce domaine-là qui m'intéresse de faire en live depuis longtemps, auquel je réfléchis depuis longtemps. J'ai toujours cette barrière mentale aussi d'essayer de trouver un concept, d'essayer de trouver quelque chose d'intéressant et puis de me dire ouais mais non là c'est pas bien parce que là moralement c'est pas terrible de faire telle ou telle chose et ainsi de suite, bref. Donc je me mets des bâtons dans les roues moi-même, voilà. Et justement ces derniers temps j'ai de plus en plus l'appétit qui revient pour cette idée de d'émission. Et c'est pas impossible que j'y réfléchisse pendant ma pause estivale et que peut-être, je dis bien peut-être, j'arrête de faire des promesses parce que voilà, mais je dis bien que peut-être un nouveau concept d'émission pourrait arriver sur ma chaîne à partir d'août, ou peut-être même plus tard, j'en sais rien, mais ou peut-être même jamais. Mais en tout cas, un concept ouais, où on discuterait peut-être un petit peu. Je sais pas si on discuterait profondément philo, mais un peu discuter de tout et de rien, mais pas en mode
comment dire? Pas en mode je m'assois et je vous raconte ma vie. C'est pas tellement le projet, quoi. Ça serait plus de discuter de concepts, en fait. Discuter de concepts plus ou moins abstraits. Genre, je dis n'importe quoi. J'ai déjà eu des idées de cet ordre-là, mais je sais pas si je ferais ça vraiment. J'avais déjà eu l'idée, par exemple, de peut-être prendre des mots au hasard dans le dictionnaire. Je dis n'importe quoi parce que je sais vraiment pas si je ferais ça, mais de prendre des mots au hasard dans le dictionnaire et de dire, ok, le thème de la discussion de ce soir, c'est tel mot. Et hop, je me lance et on parle de tel ou tel concept, et voilà quoi. Quitte même peut-être, je m'étais dit aussi, peut-être ajouter une dimension d'étude, d'étude à ce concept, où, je sais pas, par exemple, si je tombe sur le thème amitié, je dis n'importe quoi, et bah peut-être essayer de se renseigner sur Internet sur différentes philosophies de l'amitié, comment les philosophes en ont parlé dans leurs écrits, comment peut-être j'allais dire les sociologues, peut-être les anthropologues, je sais pas s'il y aurait des discussions là-dessus, peut-être ce qu'en disent les neurosciences, enfin bref, plein de trucs comme ça, je me dis ça serait vachement intéressant, mais il faut que je trouve un biais qui me fit bien, un biais où je me dise, ok, c'est ce concept-là que je veux faire. Et c'est un peu le problème. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai des idées qui mettent plus ou moins de temps à mûrir dans mon esprit. C'est un truc dont je vous ai déjà parlé, mais ma manière de créer, c'est toujours comme ça. J'ai une idée première où je suis en mode ah, ça peut être intéressant, il y a quelque chose à creuser. Je trouve des idées, j'affine l'idée, etc. Et ensuite, je la mets de côté dans mon cerveau. Et ensuite, je la laisse mijoter pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et un beau jour, parce que j'ai entendu parler d'autres choses, parce que je me suis nourri intellectuellement en fait de d'autres choses, que je me suis inspiré d'autres choses et ainsi de suite, il y a des connexions qui se font, où d'un seul coup je vais me dire ah tiens, telle nouvelle idée que je viens d'avoir pourrait fit avec l'idée que j'ai eue il y a quelques mois, quelques années, etc. Et je pourrais en tirer quelque chose d'assez original, une idée assez nouvelle, on va dire. Et en général, c'est là que je reprends un processus d'élaboration un peu cérébral, on va dire. Et c'est là en général que je réalise dans le concret le projet, quoi. Et donc voilà, il y a des projets comme ça que j'arrive pas à concrétiser, que j'arrive pas à réaliser dans le réel, comme cette émission de discussion que j'ai en tête depuis des années et des années, ou comme une émission en lien avec les paroles de musique, où j'ai déjà, enfin de chansons, où j'ai déjà essayé des tonnes et des tonnes de fois de faire un concept qui ferait la part belle aux paroles des chansons. Et à chaque fois, je suis pas satisfait de ce que j'arrive à faire. Donc voilà, il y a des projets comme ça qui restent dans mon cerveau comme des choses inaccomplies et que je veux accomplir un jour. Donc qui sait, peut-être que je trouverai la bonne formule, peut-être que non, pour la suite de cette année. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au jus. Bref, j'ai beaucoup beaucoup parlé dans cette pause. Mais bon, ça fait du bien aussi des fois de parler. Puis je sais que certains d'entre vous apprécient ça, donc voilà. Le mec se perd à l'infini, c'est terrible. Je vous propose de terminer la lecture de ce soir avec la fin du chapitre. Plus que 8 petites pages, ça devrait aller vite. Euh, on va voir qu'est-ce qui se passe pour Tchitchikov, ça y est. Est-ce que officiellement on peut dire que il a acheté son domaine et qu'il va mettre de côté sa vie d'escroc pour enfin se caser dans une vie plus noble peut-être. On va le voir, peut-être. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour l'outro du live. Chapitre 4, suite et fin. Bientôt, tous deux cessèrent de penser à lui. Platonov, parce qu'il considérait la situation d'autrui avec la même apathie que le reste, les souffrances du prochain lui serraient le cœur, mais les impressions ne se gravaient pas profondément dans son âme. Au bout de quelques minutes, il ne pensait plus à Khlobuev, pour la bonne raison
qu'il ne pensait pas à lui-même. Tchitchikov, parce que toutes ses idées étaient concentrées sur l'achat qu'il venait de faire. Se trouvant soudain réel possesseur d'un domaine jusqu'alors imaginaire, il devint pensif. Ses projets et ses idées prirent un cours plus grave et donnèrent malgré lui à son visage un air expressif. La patience, le travail, ce n'est pas difficile. Je me suis familiarisé avec eux pour ainsi dire dès le berceau. Ce ne sont pas choses nouvelles pour moi. Mais aurais-je à présent, à mon âge, autant de patience que dans ma jeunesse? Sous quelque face qu'il examinât son acquisition, l'affaire lui paraissait avantageuse. On pouvait hypothéquer le domaine, après en avoir vendu par morceaux les meilleures terres. On pouvait l'exploiter soi-même et prendre modèle sur Costanjoglo, en profitant de ses conseils comme voisin et bienfaiteur. On pouvait même le revendre, si l'on ne se sentait pas de goût pour la culture, en se réservant les fugitifs et les morts. Cette combinaison offrait un autre avantage. Rien n'empêchait de filer de ces parages sans rembourser à Costanjoglo l'argent prêté. Ce n'est pas que Tchitchikov l'eût conçue, mais elle surgit d'elle-même, provocante et séduisante. Qui donc engendre ces coquines d'idées qui vous viennent brusquement? Pavel Ivanovitch éprouvait un plaisir nouveau, le plaisir d'être propriétaire pour de bon, de posséder des terres, des dépendances, des serfs en chair et en os. Peu à peu, il se mit à sautiller, à se frotter les mains, à cligner de l'œil, à fredonner une sorte de marche dans son poing qui lui servait de trompette, et même à s'adresser tout haut quelques paroles d'encouragement et des épithètes comme ma jolie frimousse et mon gros poulet. Mais ensuite, se souvenant qu'il n'était pas seul, il se calma soudain, s'efforça de réfréner son élan d'enthousiasme, et lorsque Platonov, qui avait pris certains de ses sons pour des propos à son adresse, demanda « Plaît-il » il répondit « Ce n'est rien ». « Halte » cria Platonov au cocher. Alors seulement, en regardant autour de lui, Tchitchikov s'aperçut qu'il roulait depuis longtemps à travers un bois magnifique, dans une allée de bouleaux dont les troncs blancs, brillants comme une palissade couverte de neige, se dressaient sveltes et légers dans la verdure tendre de leur jeune feuillage. Les rossignols modulaient à l'envi leurs accords, les tulipes des bois jaunissaient dans l'herbe. Il ne pouvait s'expliquer ce passage à un décor charmant, alors que tout à l'heure on était en plein champ. À travers les arbres apparaissait une église blanche, et de l'autre côté on distinguait une grille. Au bout de l'allée se montra un monsieur qui venait à leur rencontre, en casquette, un bâton noueux à la main. Un chien anglais, aux jambes grêles, courait devant lui. « Voici mon frère Vassili, dit Platonov. Arrête, cocher. Il descendit de la calèche, ainsi que Tchitchikov. Les chiens s'étaient déjà embrassés. Azor, aux jambes grêles, passa sa langue agile sur le museau de Yarbas, sur les mains de Platonov, puis sauta sur Tchitchikov et lui lécha l'oreille. Les deux frères s'étreignirent. « De grâce, Platon, à quoi penses-tu » dit Vassili. « Que veux-tu dire » répondit Platon d'un air indifférent. « Comment ? Tu restes 3 jours sans donner signe de vie. Un palefrenier de Piétouc a ramené ton étalon. Il est parti, a-t-il dit, avec un monsieur. Si au moins tu avais fait savoir ou pourquoi. Où, pourquoi, pour combien de temps ? Voyons, frère, peut-on se comporter de la sorte ? Dieu sait ce que je me suis imaginé tous ces jours. Oui, j'ai oublié de te prévenir, dit Platon. Nous sommes allés chez Constantin Fiodorovitch, qui t'envoie ses amitiés, ainsi que notre sœur. Pavel Ivanovitch, je vous présente mon frère, Vassili. Vassili, je te présente Pavel Ivanovitch Tchitchikov. Conviés à faire connaissance, les deux hommes se tendirent la main, puis en levant leur casquette, se donnèrent l'accolade. Qui peut bien être ce Tchitchikov ? Songeait Vassili. Mon frère Platon n'est pas difficile dans le choix de ses relations. Il dévisagea Tchitchikov autant que le permettaient les convenances. L'aspect de notre héros le rassura. De son côté, Tchitchikov dévisagea aussi, autant que le permettaient les convenances, le nouveau venu. Il était plus petit que son frère, les cheveux plus foncés et le visage bien moins beau. Mais ses traits avaient plus de vie et d'animation, plus de cordialité. On voyait qu'il sommeillait moins, ce à quoi d'ailleurs Pavel Ivanovitch ne prêta guère attention. « J'ai décidé, Vassili, de parcourir la Sainte Russie en compagnie de Pavel Ivanovitch. Peut-être cela dissipera-t-il mon hypocondrie. »« Comment t'es-tu décidé si vite ?» dit Vassili stupéfait. Il faillit ajouter « Et par-dessus le marché avec un individu que tu vois pour la première fois, qui ne vaut peut-être pas le diable ?» Plein de méfiance, il regarda Tchitchikov à la dérobée, mais il ne put que constater sa parfaite correction. Ils tournèrent à droite vers le portail.
L'enceinte était vieille, la maison aussi. Une de ces maisons comme on n'en bâtit plus de nos jours, avec des auvents sous un toit élevé. Deux énormes tilleuls couvraient de leur ombre une bonne moitié de la cour. De nombreux bancs en bois les entouraient. Des lilas et des merisiers en fleurs mettaient comme un collier de perles à la cour, dont l'enceinte disparaissait complètement sous leur feuillage. Le manoir était tout à fait masqué. Seules en bas les portes et les fenêtres apparaissaient à travers les branches. On distinguait, derrière les troncs droits comme des flèches, la blancheur des cuisines et des communs. Ce n'était que verdure, parmi laquelle les rossignols chantaient à plein gosier. Malgré soi, un sentiment de douce quiétude vous pénétrait l'âme. Tout rappelait les temps paisibles où chacun vivait avec bonhomie, où toutes choses étaient simples et peu compliquées. Le frère de Platonov invita Tchitchikov à s'asseoir. Ils s'installèrent sur les bancs près des tilleuls. Un gars de 17 ans, en jolie blouse de nankinette rose, apporta et plaça devant eux des carafes de kvass aux couleurs chatoyantes, les uns onctueux comme de l'huile, les autres pétillants comme de la limonade gazeuse. Cela fait, il prit une bêche adossée contre un arbre et s'en fut au jardin. Comme leur beau-frère Kostanjoglo, les frères Platonov n'avaient pas de serviteurs attitrés. Des jardiniers remplissaient cet office à tour de rôle. Vassili soutenait que les domestiques ne devaient pas former une corporation. Chacun pouvant en tenir lieu, il était inutile d'avoir des gens spécialement dressés. Le russe était un bon sujet, dégourdi et travailleur, tant qu'il portait la blouse et le cafetan. Mais une fois en veston, il devenait gauche, empoté, cessait d'aller au bain et dormait dans ledit veston sous lequel foisonnent puces et punaises. Peut-être Vassili avait-il raison. Les paysans étaient pharaons. Les femmes portaient toutes des bavolets dorés. Les manches des chemises rappelaient les bordures d'un châle turc. Désirez-vous vous rafraîchir demanda Vassili à Tchitchikov. Ces boissons font depuis longtemps la gloire de notre maison. Tchitchikov se versa un verre de la première carafe. On aurait dit le lipek, l'hydromel, qu'il buvait autrefois en Pologne. Même pétillement que le champagne, et le gaz chatouillait agréablement le nez. Un nectar, dit-il. Il prit un verre d'eau d'une autre carafe. C'était encore meilleur. La reine des boissons, reprit-il. Je puis dire que, chez votre honorable beau-frère, Constantin Fiodorovitch, j'ai bu une liqueur de premier ordre, et chez vous, un kvass qui ne lui est pas inférieur. La liqueur aussi provient de chez nous. C'est ma sœur qui a emporté la recette. Quel itinéraire comptez-vous suivre demanda Vassili. Je voyage, dit Tchitchikov, en se balançant légèrement sur le banc, tandis qu'il se caressait le genou en s'inclinant. Je voyage moins pour mes affaires que pour celles d'autrui. Le général Betritchev, mon ami intime, et je puis dire mon bienfaiteur, m'a prié de visiter ses parents. Les parents, certes, ont leur importance, mais j'y trouve aussi mon compte, car, sans parler de l'utilité au point de vue hygiénique, voir le monde et ses vicissitudes constitue déjà en soi, pour ainsi dire, un livre vivant et une seconde science. Vassili se prit à réfléchir. Cet homme-là s'exprime un peu prétentieusement, mais il y a du vrai dans ses paroles, songeait-il. Après un silence, il dit, en s'adressant à Platon, « Je commence à croire, Platon, qu'un voyage peut vraiment te réveiller. Tu n'as pas autre chose que de l'apathie. Tu somnoles tout simplement, non par satiété ou lassitude, mais par faute d'impressions et de sensations vides, et de sensations vives. Moi, je suis tout le contraire. Je voudrais bien ne pas ressentir si vivement les choses et prendre moins à cœur tout ce qui arrive. » À quoi bon prendre tout à cœur, dit Platon. Tu cherches des sujets d'inquiétude et te forges toi-même tes alarmes. Pourquoi en forger, alors qu'à chaque instant il survient des contrariétés, dit Vassili. Connais-tu le tour que nous a joué Lénitsine en ton absence? Non. Eh bien, il s'est emparé d'un terrain vague où nos gens fêtent chaque année suivant l'antique coutume la venue du printemps. D'abord, je ne céderai cette lande à aucun prix. Les souvenirs du village s'y rattachent. Pour moi, la coutume est chose sacrée. Je suis prêt à tout lui sacrifier. Il ne sait pas. Voilà pourquoi il s'en est emparé, dit Platon. C'est un homme nouveau, récemment arrivé de Pétersbourg. Il faut lui expliquer la chose. Il sait parfaitement. Je le lui ai fait dire, mais il a répondu par des grossièretés. Tu aurais dû y aller toi-même, discuter. Parle-lui. Ma foi, non. Il se donne de trop grands airs. Je n'irai pas le trouver. Vas-y, si tu veux. J'irai volontiers. Mais comme je n'entends rien aux affaires, il peut me rouler facilement. Si vous voulez, je m'en chargerai, dit Tchitchikov. Expliquez-moi l'affaire. Vassili lui jeta un regard et songea. En voilà un amateur de voyage.
Donnez-moi seulement une idée du personnage, reprit Tchitchikov. Et de quoi il s'agit? Je me fais conscience de vous charger d'une commission aussi désagréable. D'après moi, c'est un pas grand-chose. Issu d'une famille de hobereaux de notre province, il a fait sa carrière à Pétersbourg, où il a épousé la fille naturelle d'un important personnage, aussi affecte-t-il de grands airs. Mais chez nous, on n'est pas bête. Nous ne prenons pas la mode pour loi, ni Pétersbourg pour une église. Certes, dit Tchitchikov, mais de quoi s'agit-il? Voyez-vous, il a besoin de terre. S'il n'avait pas agi ainsi, je lui en aurais volontiers cédé ailleurs pour rien. Et maintenant ce mauvais coucheur pense que j'ai peur. À mon avis, mieux vaut parlementer. Peut-être cela aboutira-t-il. On n'a pas regretté de m'avoir confié des affaires. Le général Betrichev lui aussi. Mais cela m'ennuie que vous ayez à discuter avec un tel homme. Ici, comme la fois précédente, on a une ligne de petits points qui signifie qu'il y a grosso modo une partie de texte manquant, donc une partie que l'auteur n'a pas eu le temps d'écrire, puisque je le rappelle, je vous lis actuellement des fragments publiés à titre posthume. Donc du coup, a priori, ça reprend un petit peu plus tard dans le même dialogue, on dirait. En veillant particulièrement à ce que cela se passe en secret, dit Tchitchikov, car ce n'est pas tant le crime que le scandale qui est dangereux. Et ce n'est pas le même dialogue, je reprends donc. En veillant particulièrement à ce que cela se passe en secret, dit Tchitchikov, car ce n'est pas tant le crime que le scandale qui est dangereux. En effet, dit Lénitsine, la tête entièrement penchée de côté. Quel plaisir d'avoir les mêmes idées, dit Tchitchikov. Moi aussi j'ai une affaire à la fois légale et illégale. Illégale en apparence, légale au fond. Ayant besoin de gages, je ne veux faire courir de risques à personne en payant 2 roubles par âme vivante. Si je venais à sauter, ce qu'à Dieu ne plaise, ce serait fâcheux pour le propriétaire. Aussi ai-je résolu de tirer parti des fugitifs et des morts qui figurent encore au recensement, afin d'accomplir une bonne œuvre, et de décharger en même temps le pauvre propriétaire de l'obligation de payer les taxes pour eux. Nous passerons seulement pour la forme un contrat entre nous, comme s'il s'agissait de vivants. C'est pourtant fort bizarre, songeait Lénitsine, qui recula un peu sa chaise. L'affaire est de telle nature, commença-t-il. Mais il n'y aura pas de scandale, tout se passera en secret, répondit Tchitchikov. Il s'agit, comme je viens de l'exposer, d'une affaire entre gens loyaux, d'âge respectable et, semble-t-il, de rang honorable, avec la garantie du secret. Ce disant, il le regardait franchement dans les yeux. Si ingénieux et si versé dans la pratique des affaires que fut Lénitsine, il se trouva fort perplexe, d'autant plus qu'il paraissait pris à son propre piège. Il était incapable d'injustice et n'aurait pas voulu faire quelque chose d'illicite, même en secret. Quelle drôle d'aventure, songeait-il. Liez-vous donc d'étroite amitié même avec des gens de bien. Mais le sort parut favoriser Tchitchikov. Comme pour aider à la conclusion de cette affaire difficile, la jeune femme de Lénitsine entra. Elle était pâle, petite, maigrichonne, mais habillée à la mode de Pétersbourg, et prisait fort les gens comme il faut. Ensuite arriva, sur les bras de sa nourrice, un bébé, fruit du tendre amour des jeunes époux. Par l'aisance de ses manières, sa façon d'incliner la tête, Tchitchikov charma la dame de Pétersbourg, puis l'enfant. Celui-ci commença par pleurer, mais en lui disant « Agou, mon chéri !» en faisant claquer ses doigts et miroiter le cachet en cornaline de sa montre, Tchitchikov réussit à l'attirer dans ses bras, puis il se mit à le soulever au plafond et obtint ainsi un gracieux sourire du bambin, ce qui ravit ses pères et mères. Mais soudain, sous l'effet de la joie, ou pour une autre cause, le bébé commit une incongruité. « Ah, mon Dieu !» s'écria madame Lénitsine. « Il a abîmé votre frac !» Tchitchikov vit qu'en effet une manche de son habit neuf était toute salie. « Que la peste t'emporte, diablotin !» songea-t-il avec colère. Les parents, la nourrice, coururent chercher de l'eau de Cologne. De tous côtés, on se mit à l'essuyer. « Ce n'est rien, dit Tchitchikov, en s'efforçant de prendre autant que possible un air gai. À cette charmante époque de son existence, un enfant peut-il abîmer quelque chose, répétait-il, tout en pensant. Que les loups ne l'ont-ils dévoré? Il m'a bien arrangé, le petit coquin. Cette circonstance, en apparence insignifiante, disposa tout à fait le maître de la maison en faveur de Tchitchikov. Comment refuser quelque chose à un hôte qui a prodigué des caresses innocentes à un enfant et généreusement sacrifié son frac? Afin de ne pas donner de mauvais exemples, ils convinrent de conclure l'affaire en secret, car ce n'est pas tant la chose que le scandale qui était dangereux.
permettez-moi à mon tour de vous rendre un service. Je veux être votre intermédiaire vis-à-vis des frères Platonov. Vous avez besoin de terre, n'est-ce pas? Et encore une fois, une ligne de points. Je ne sais pas si cette fois-ci, ça veut dire qu'il manque encore du texte. Je vais essayer de retrouver dans les notes déjà. Mais là, pour vous dire, on arrive à la fin du chapitre 4 et à la fin du premier fragment. Mais je vais quand même regarder brièvement dans les notes ce qu'on nous dit pour ces pages. Comme ça, je vous donne les infos telles que je les ai. Ah! Alors a priori, le premier endroit où je vous ai dit qu'il y avait une coupe, il y aurait un manque sur lequel quelqu'un aurait dit quelque chose. Donc un certain Cheviryov aurait expliqué que à cet endroit, Gogol racontait l'arrivée de Tchitchikov chez Linitsine. Ce qui semble logique avec ce qu'on a eu ensuite. Par contre, page 396, on nous dit rien. Donc a priori, ça se finissait comme ça. Je sais pas trop. Bref, en tout cas, c'était la fin du chapitre 4. C'était la fin du premier fragment, ouais c'est ça. Il ne nous reste donc plus que le second fragment, mais ça sera vendredi à 21h. Nous passons donc à l'outro du live. C'est dommage, enfin c'est dommage. C'est dommage et intéressant qu'il y ait des manquements dans le texte, qu'il y ait des coupes comme ça. C'est intéressant aussi parce que je me dis, si vraiment ces passages-là n'ont pas été écrits par Gogol, pas finalisés ou peut-être pas retrouvés, je sais pas comment ça s'est passé. Mais si vraiment c'est des passages que l'auteur a écrits en laissant des trous, en laissant des manquements, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que sur sa méthode d'écriture, il avait un cheminement de péripéties, un cheminement d'action, et qu'il était capable, peut-être qu'il avait vraiment des dialogues précis en tête, des passages précis en tête qu'il voulait à tout prix écrire, et qu'il était capable de les écrire, s'arrêter comme ça en plein milieu du truc, et de pas faire les liens entre les actions et les péripéties, de garder ça pour plus tard, et d'aller directement au prochain passage qui l'intéressait d'écrire, quoi. Je sais pas du tout si c'est sa méthode d'écriture, mais on peut éventuellement imaginer ça. Et je serais curieux en vrai. Je serais assez curieux de savoir les méthodes d'écriture des grands auteurs classiques. Aujourd'hui, on a des tonnes de méthodes d'écriture un petit peu, on va dire, optimisées dans tous les sens, parce que de toute manière, j'ai l'impression qu'on est un peu à la période de l'optimisation maximale. On a envie que tout soit fait de la manière la plus efficace possible, dans les meilleures conditions possibles, et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'on a un peu une obsession de l'optimisation à notre époque. Donc voilà, c'est plus facile de savoir comment font les gens aujourd'hui, comment font les auteurs contemporains, parce que bah, tu regardes des vidéos sur YouTube et plus ou moins tout le monde fait la même chose, on va dire. Ceci dit, je trouve ça marrant de voir les différences entre chacun, de voir les subtilités dans la création en fait. Comment fonctionne le cerveau d'un créatif. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, bonsoir Sergent Dac, et merci pour ton message, ça fait très plaisir. Ça fait très très plaisir. Euh, Vu qu'apparemment c'est ton premier message sur le chat, j'imagine que tu n'es jamais passé par ici. Je te mets au courant donc que la lecture de ce soir c'était le 14e épisode sur ce roman et que du coup les épisodes précédents sont disponibles dans la playlist Et si on lisait Les âmes mortes sur ma chaîne YouTube dont je balance le lien tout de suite. Hop. Et sur ma chaîne YouTube, vous trouverez également dans l'onglet playlist des tonnes et des tonnes de lectures puisque la dernière fois que j'avais calculé, on avait dépassé les 50. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur ma chaîne YouTube, il doit y avoir au moins une soixantaine de lectures différentes. Donc voilà, il y a forcément des œuvres qui pourront t'intéresser, je pense. Voilà, voilà. On arrive sur la fin des âmes mortes, puisque le dernier live, ce sera vendredi à 21h avec le second fragment. 40 pages, donc vendredi, ça sera un live un petit peu costaud. Je pense que vendredi, on en aura facilement pour
Hmm. Je pense qu'on en aura facilement pour 2 heures, un truc comme ça. Ok, wow, 14, merci, c'est ma première venue ici, mais je t'avais trouvé via YouTube justement, sur une nouvelle inachevée de Kafka, je crois. Oh, cool! Ouais, Kafka sur YouTube. Alors, j'ai déjà lu quoi de Kafka? J'ai lu Le Procès, Le Château et La Métamorphose. Donc, ça doit être l'une de ces trois-là. Et du coup, inachevé, ça doit être Le Château ou Le Procès, je crois. Mais en tout cas, merci. Le château. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Ok. Ok, bah ça me fait plaisir. Merci de me mettre au courant. En vrai, je le dis à chaque fois, mais je continuerai de l'exprimer parce que c'est toujours hyper intéressant pour moi. Déjà, merci à ceux qui font l'effort, entre guillemets, de passer de Twitch à YouTube, de YouTube à Twitch, voir les autres réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir, les gens qui ont cette curiosité-là, donc merci beaucoup. Et, euh, et aussi, les gens qui ont bah voilà, le moyen d'entrer en communication avec moi, de me dire comment ils m'ont trouvé, ainsi de suite, c'est toujours hyper instructif pour moi et hyper utile. Parce qu'au futur, je peux me dire, ah ok, peut-être que telle ou telle lecture, c'est des lectures qui ont davantage intéressé les gens, qui ont davantage plu aux gens. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour moi d'avoir toutes ces données, on va dire. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, comme je le disais, cette 15e lecture qu'on fera vendredi sera la dernière pour cette saison. Et ensuite, je prévois de revenir en août. Si tout se passe bien, à partir d'août, je reprends les lives de manière régulière, de manière fréquente, le mardi et le vendredi à 21 h de la lecture. Et ça sera pour la première lecture de la nouvelle saison, on va dire. Euh, Hop, le bouquin que vous avez juste là sous mon doigt, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc un énorme classique qu'il me tarde de découvrir. Un énorme classique où, sans faire de sexisme, un énorme classique où, dès que j'en parle à un représentant de la gente féminine, cette personne est en mode «Oh, c'est vrai, tu vas lire ça? Oh, c'est trop bien, tu vas voir, c'est trop cool et tout, machin, machin». Donc voilà, un énorme pan de la littérature. Ça va être assez intéressant. Ouais, c'est ça, Sergent Dac. J'en apprends un petit peu sur les algos aussi, ouais. Bon, après, je me suis vraiment fait à l'idée que c'était impossible de deviner les algos. Mais bon, ça donne des tendances et c'est toujours marrant. Même à titre personnel, ça m'intéresse, ça me fait rire, quoi. Bien, c'est vrai que je te vois dans le chat avec ce logo. Je vais peut-être le préciser une fois de temps en temps maintenant. C'est vrai que Twitch propose depuis quelque temps une option pour uniquement écouter les lives. Ce qui est vachement cool parce que du coup ça demande beaucoup moins de bande passante. Et vu que sur mes lives de lecture, on va pas se mytho que le visuel est pas très très important, eh bien n'hésitez pas à franchir le pas. Si vous avez du mal à suivre les lives en live parce que vous n'avez pas une assez bonne co internet, n'hésitez pas à passer en écoute uniquement. Comme ça vous profitez quand même du moment avec nous, quoi. Bref, sur ce, je vais mettre fin à ce live et je vais me mettre complètement nu. Parce que là, c'est insupportable. Je suis en train de me liquéfier sur place. C'est trop dur. Merci Lilith, merci Sergent Dag d'être passé, d'avoir follow, d'avoir fait des retours. Ça fait toujours plaisir de discuter. Ça fait toujours plaisir de partager avec vous un petit moment. Et puis, on se dit donc à la prochaine. C'est ce que tu viens de dire dans le chat, Lilith, c'est la frayeur numéro un de tous les streamers qui se lancent. J'en ai déjà parlé avec des tonnes de streamers, et c'est la frayeur numéro un de tous les streamers qui se lancent, de commencer à faire des choses intimes, disons, en ayant oublié de fermer le live. Mais bref. Sur ce, euh, on est quel jour? Mardi. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à vendredi pour ceux qui rejoindront.
ou bien de bonnes vacances, parce que ça y est, ça commence à être les vacances pour pas mal d'entre vous. Donc bonnes vacances si vous avez des vacances. C'est toujours cool. J'ai l'impression d'être inintéressant au possible, je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'avoir le cerveau arrêté et de ne plus savoir formuler des phrases cohérentes, intéressantes, etc. Bref, je me tais, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, ou d'autres lives, d'autres festivités. Bye bye.